Que se passerait-il si le climat que la civilisation européenne a tenu depuis des siècles était sur le point de disparaître? Imaginez-le, Londres a gelé comme la Sibérie, Berlin a plongé dans un hiver éternel et la neige a recouvert une grande partie de l'année. En quelques décennies, l'Europe pourrait faire face à un changement climatique si radical qu'elle transformerait son paysage, son économie et son mode de vie. L'Atlantique perd-il vraiment sa capacité à chauffer l'Europe? Aujourd'hui, nous démêlons l'effondrement possible du courant océanique qui maintient le climat européen en vie. Préparez-vous à découvrir si nous sommes au bord d'une nouvelle ère glaciaire. Et le plus dérangeant, à quel point nous nous sommes proches de traverser le point de non-retour, l'AMOC, le moteur thermique qui maintient l'Europe habitable, sous les eaux calmes de l'Atlantique Nord, cachées à la vue humaine, un courant océanique coule si puissant qu'il détermine la destination climatique des continents entiers. Ce courant déplace non seulement l'eau, mais transporte la chaleur, la vie et la stabilité. C'est l'AMOC, la circulation sud du retour de l'Atlantique, la véritable artère thermique de l'hémisphère nord. L'AMOC est bien plus que le golfe bien connu du Mexique et le courant du Golfe. C'est un système complexe, une sorte de tapis roulant planétaire qui déplace d'énormes volumes d'air tiède des tropiques aux côtes de l'Europe et de l'Arctique, où ces eaux se refroidissent, coulent et reviennent à travers les profondeurs de l'océan au sud. Chaque seconde, environ 15 millions de mètres cubes d'écoulement de l'eau à travers ce circuit. Une telle quantité colossale équivaut à 70 fois le débit de la rivière Amazon. Sans ce système invisible, une bonne partie de l'Europe du Nord serait pratiquement inhabitable. Le cycle commence dans les Caraïbes chaudes, où les vents d'Alicios poussent sur les eaux de surface à l'ouest. Ces œillaux s'accumulent contre les côtes d'Amérique centrale et du sud des États-Unis, forcés de trouver un départ au nord à travers le détroit de Floride. Là, le courant du Golfe est né, un courant chaud, rapide et puissant qui transporte la chaleur vers des latitudes beaucoup plus froides. À mesure qu'il progresse vers le nord, l'eau perd la température et augmente sa salinité pour l'évaporation, jusqu'à ce que dans les côtes froides du Groenland, de la Norvège et du Labrador, l'eau se refroidit tellement et devient si dense qu'elle commence à couler, donnant naissance aux courants profonds qui reviennent au sud. C'est ce mécanisme qui maintient l'Europe avec un climat trempé, malgré sa latitude. Sans l'AMOC, Londres aurait un climat plus froid que le Labrador au Canada, Oslo serait couvert de neige la plupart de l'année et le nord de la France ressemblerait à la Sibérie du Sud. C'est grâce à ce courant que Palmeiras pousse, que les vignobles prospèrent en Allemagne et que l'agriculture scandinave est possible. Ce courant est littéralement le système de chauffage européen. L'influence de l'AMOC est non seulement climatique, mais économique et sociale. On estime que l'agriculture européenne génère plus de 200 milliards d'euros par an, tandis que le tourisme, qui dépend en grande partie du climat modéré, fait avancer 500 milliards supplémentaires. En d'autres termes, une grande partie de la richesse et de la stabilité de l'Europe occidentale existe grâce à cet équilibre océanique délicat. Et qu'est-ce qui maintient ce gigantesque moteur climatique en fonctionnement? La réponse réside dans la combinaison précise des vents, de la température et de la salinité. Les vents d'Alicios sont le moteur de démarrage qui pousse l'eau tiède au nord. Le refroidissement progressif dans l'Arctique augmente la densité de l'eau. Et la salinité, augmentée par l'évaporation tropicale, permet à l'eau d'être froide, d'être suffisamment lourde pour couler et fermer le cycle. Ce délicat jeu de force a fonctionné pendant des millénaires, régulant le climat de l'ensemble de l'hémisphère nord. Mais au cours des dernières décennies, les scientifiques ont détecté des signaux inquiétants. Les mesures effectuées en surveillant les réseaux tels que Rapid et Argo, ainsi que les données satellites, montrent que l'AMOC n'est pas aussi stable que la pensée. Depuis le milieu du siècle, sa force a considérablement diminué. Certaines études suggèrent que nous assistons au point le plus faible de l'AMOC au cours des 1000 dernières années. Cette faiblesse n'est ni uniforme ni constante, mais c'est une tendance claire. Au cours des 20 dernières années, le volume des eaux qui s'écoulent dans le courant est passé d'environ 15 sverdup, l'unité qui mesure les millions de mètres cubes par seconde, à des niveaux inquiétants dans certaines périodes saisonnières. La question est, voyons-nous des fluctuations naturelles simples ou le début d'un effondrement irréversible? Les causes de cette perte de force sont multiples, mais deux principales se distinguent: le réchauffement climatique et le dégel de l'Arctique, en particulier le Groenland. Alors que la planète chauffait, les couches de glace du Groenland libère d'énormes volumes d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Cette eau, étant moins saline, interfère avec le processus de naufrage qui donne naissance au courant profond. C'est comme ajouter de l'huile à un mécanisme de précision. Il modifie son fonctionnement et menace de l'arrêter. Si l'AMOC s'affaiblit en dessous d'un seuil critique, le système pourrait s'effondrer
comme un moteur qui cesse de tourner lorsque la lubrification perd. Et les conséquences seraient dévastatrices. L'Europe passerait de winds froides mais supportables aux hivers polaires, avec des températures moyennes qui pourraient non tomber pour à 15 ou 20 degrés en dessous des températures actuelles. L'agriculture, le tourisme et la vie urbaine, comme nous le savons, s'effondrerait, mais pas seulement l'Europe en souffrirait. L'impact mondial serait profond. L'altération des moussons en Asie et en Afrique, des sécheresses prolongées en Amérique du Sud, des changements dans les routes des ouragans dans l'Atlantique et des modifications au niveau de la mer qui affecteraient particulièrement la côte est des États-Unis. Tout cela lié à la disparition possible d'un seul système océanique. Les scientifiques lancent des avertissements depuis des décennies, mais ce n'est qu'au cours des dernières années que le débat s'est parvenu au grand public. En 2024, un groupe de 44 des climatologues les plus respectés au monde a signé un document qui alerte le risque imminent de l'effondrement de la MOC, plaçant sa possible chute complète avant la fin de ce siècle. Certaines études parlent même de l'année 2057 comme la date la plus probable, qui placerait cet événement dans la vie des générations actuelles. La question n'est pas maintenant de savoir si la MOC est importante, mais combien de temps continuera de fonctionner tel que nous le connaissons. Les changements sont déjà en cours et leur progression semble accélérée année après année. La Terre nous envoie clairement des signaux d'avertissement. Il est de notre responsabilité de les écouter avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes passionné de découvrir les grands mécanismes cachés qui soutiennent un peu notre civilisation et que vous souhaitez anticiper les changements qui marqueront l'avenir de la planète, abonnez-vous dès maintenant. Ainsi, vous pouvez continuer à explorer avec nous les phénomènes les plus inquiétants et les plus surprenants de la nature. L'effondrement imminent, quand et comment l'Europe pourrait-elle geler? Les dernières études climatiques ne laissent aucun doute. L'effondrement de la MOC n'est pas une question hypothétique d'un avenir lointain. Il s'agit d'un scénario plausible au XXIe siècle et pourrait même se produire dans la période d'une seule génération. Selon l'analyse la plus récente publiée dans la revue Nature Communications, l'effondrement pourrait se produire entre 2025 et 2095, avec la date la plus probable située vers 2057, à seulement 30 ans des États-Unis, selon les projections les plus fiables, d'un changement climatique irréversible qui plongerait l'Europe dans un nouvel hiver permanent. Mais à quoi ressemblerait ce processus? La MOC ne s'arrêterait pas pendant la nuit comme s'il s'agissait d'un interrupteur. Son effondrement serait progressif, bien que rapide en termes géologiques. Tout d'abord, la circulation perdrait lentement la force. Les 15 sverdoops actuels, faisant équipe à 15 millions de mètres cubes par seconde, descendraient à 12, puis à 8 et, enfin, moins de 4. Lorsque le courant atteindrait ce seuil critique, le système perdra sa capacité d'autoréglementation et que le climat européen changera radicalement en quelques décennies. Les simulations les plus récentes, faites avec des superordinateurs du niveau du système Lumi en Finlande, montrent un scénario terrifiant. Alors que la MOC perd la force, les températures de l'Europe descendent de façon spectaculaire. Londres, qui bénéficie aujourd'hui de hivers doux d'environ 5 degrés, pourrait enregistrer des températures moyennes de moins 15 degrés en janvier. Berlin tomberait à moins 20 degrés et Copenhague verrait ses hivers tomber en dessous de moins 25 degrés Celsius. Des villes comme Oslo et Stockholm seraient piégées dans des hivers perpétuels, avec des températures similaires à celles du nord de la Sibérie actuelle. Mais le paradoxe le plus inquiétant est que, alors que les hivers deviennent de l'Arctique, les étés resteraient chauds et pourraient même s'intensifier par le réchauffement climatique. Londres pourrait se situer entre moins 20 degrés Celsius en janvier et plus 35 degrés Celsius en juillet. Une différence thermique extrême qui testerait toute infrastructure, culture ou écosystème. Ce serait comme passer du congélateur au four en seulement 6 mois. L'impact sur la glace de mer serait tout aussi drastique. La mer du Nord, qui gèle rarement aujourd'hui, serait couverte de glace pour une bonne partie de l'année. La mer Baltique, qui ne gèle actuellement que dans ses secteurs les plus au nord pendant 2 ou 3 mois, pourrait rester congelée 6 ou même 7 mois par an. Les côtes britanniques, norvégiennes et danoises connaîtraient un revers sans précédent de la navigation commerciale et de pêche. Et ce ne serait pas un phénomène isolé de l'Europe. Au niveau mondial, l'effondrement de la MOC modifierait les schémas climatiques de l'Atlantique et au-delà. Les pluies de l'Amazonie, par exemple, pourraient diminuer considérablement, affectant le plus grand réservoir de biodiversité terrestre sur la planète. Les moussons de l'Afrique de l'Ouest, qui soutiennent des millions de personnes, s'affaiblirait jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans certaines régions. La chaîne alimentaire marine, dépendante de la circulation des nutriments de l'Atlantique, s'effondrerait, affectant la pêche dans tout l'hémisphère. De retour en Europe, l'impact serait dévastateur pour l'agriculture et la vie urbaine. Les vignobles de la France, de l'Allemagne et de l'Italie disparaîtraient. La production de blé, de maïs et d'orge s'effondrerait dans le nord du continent. Les scénarios agricoles montrent qu'une grande partie de l'Europe occidentale deviendrait stérile pour les cultures traditionnelles. Quant au tourisme,
Des industries entières telles que l'hôtel, le sport de plein air et les loisirs d'été perdraient un sens dans les villes couvertes de neige la plupart de l'année. Mais le changement climatique entraînerait un changement radical dans la vie quotidienne des gens. Le logement actuel conçu pour résister aux hivers doux serait totalement inapproprié par rapport aux températures inférieures à 0 pendant des mois. La dépense énergétique tirerait pour chauffer les maisons et maintenir les transports publics en fonctionnement. Et non seulement les infrastructures, mais aussi la santé humaine en souffrirait. L'exposition à des températures extrêmes augmenterait la mortalité hivernale, en particulier dans les populations les plus vulnérables. La vie quotidienne changerait complètement. Les déplacements quotidiens seraient interrompus par des chutes de neige constantes. Les services de base s'effondreraient sous l'extrême demande d'énergie et de chauffage. Même les relations sociales et de travail subiraient des transformations drastiques, car une grande partie de l'année vivrait pratiquement confinée par le froid. Des villes entières seraient en danger. Londres, Berlin, Amsterdam, Copenhague, Oslo et Stockholm sont parmi les plus vulnérables, non seulement en raison de sa latitude, mais de sa dépendance à l'égard des systèmes énergétiques et des infrastructures qui ne sont pas préparés pour un climat polaire. Les migrations internes en Europe augmenteraient à des niveaux non vus depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des millions de personnes se déplaçant vers le sud à la recherche de régions plus chaudes telles que l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Ces pays, à leur tour, seraient confrontés à une pression migratoire et économique sans précédent. De plus, l'impact sur la glace marine arctique allait nourrir le problème mondial. Alors que l'Atlantique cessait d'envoyer de la chaleur au nord, l'Arctique gagnerait une surface de glace, augmenter la réflexion solaire et refroidirait davantage l'hémisphère nord. Un cercle vicieux serait créé. Plus de glace, moins de chaleur océanique, des températures plus basses, plus de glace, et ainsi de suite. À un niveau plus large, le monde connaîtrait un déséquilibre climatique régional. Alors que l'Europe est le gel de l'Atlantique Nord, le reste de la planète pourrait continuer de se réchauffer en raison de l'augmentation mondiale des gaz à effet de serre. Cela créerait un contraste encore plus extrême entre les régions chaudes et froides, alimentant des phénomènes météorologiques violents comme les tempêtes hivernales dans le nord et les vagues de chaleur plus intenses au sud. Mais que serait le jour au jour d'une personne ordinaire dans cette Europe polaire? En hiver, les jours commenceraient par des températures de moins 20 degrés Celsius dans les villes où aujourd'hui il tombe rarement de zéro. Les routes seraient couvertes de glace une grande partie de l'année. Le transport aérien et maritime subirait des interruptions constantes. L'agriculture serait impossible sans serre se chauffer, ce qui tirerait le prix de la nourriture. Les coûts énergétiques seraient en triple ou quadruplés, transformant le chauffage en un luxe inaccessible pour beaucoup. Et la vie sociale, culturelle et économique serait marquée par un climat hostile qui changerait complètement le mode de vie du continent. En moins d'un demi-siècle, l'Europe pourrait passer d'un phare de prospérité, de culture et de stabilité à devenir un territoire inhospitalier où la lutte pour les ressources de base définit la vie quotidienne. Et la chose la plus inquiétante est que, selon la science actuelle, ce scénario pourrait être irréversible. Une fois que l'AMOC s'effondre, restauré, ce ne serait pas aussi simple que de réduire les émissions de carbone. Le système pourrait prendre des siècles ou des millénaires pour récupérer, si jamais. Nous sommes donc devant une course contre le temps. Les simulations et les données nous montrent un avenir gelé et sombre si nous n'agissons pas à temps. Un avenir où les villes que nous connaissons aujourd'hui pourraient être méconnaissables, couvertes de neige, abandonnées, ou adapté à un nouveau climat polaire extrême. Quand le dégel brise l'équilibre du monde, pendant les millénaires, l'Arctique a maintenu un équilibre délicat entre la glace, l'eau salée et les courants océaniques. Mais cet équilibre se brise rapidement pour une cause qui, à première vue, semble contradictoire, le réchauffement climatique. À mesure que les températures mondiales augmentent, le dégel massif du Groenland jette des volumes colossaux d'eau douce dans l'Atlantique Nord, modifiant la salinité de l'océan et menaçant d'arrêter la circulation qui maintient l'Europe habitable. L'eau douce, contrairement à l'eau salée, est moins dense. Cela signifie que lorsque de grandes quantités d'eau douce des dégérations sont versées dans l'Atlantique, ils empêchent les eaux de surface et les eaux de sel de couler dans les profondeurs de l'océan. Et si l'eau ne coule pas, le moteur de l'AMOC s'arrête. Depuis 1990, la salinité de l'Atlantique Nord a diminué d'environ 0,3%. Cela peut sembler une figure insignifiante, mais pour la dynamique océanique, c'est un changement titanesque. Même une légère réduction de la densité de l'eau peut arrêter le mécanisme de naufrage. Et cette diminution n'est pas ponctuelle. Chaque année, le Groenland perd des centaines de gigatons de glace, ce qui signifie que des milliards de tonnes d'eau douce se déversent dans l'océan. L'effet est un cycle de rétroaction dévastateur. Plus l'AMOC s'affaiblit, moins de la chaleur atteint l'Arctique. Moins de chaleur signifie plus de formation de mer. Et la glace, reflétant plus de rayonnement solaire, refroidit encore la région. Ainsi, le système se nourrit. Plus de glace, plus froide, moins de naufrage de l'eau salée et, par conséquent,
moins de circulation océanique. Mais l'impact de ce phénomène ne se limite pas à l'Europe ou à l'Atlantique Nord. Les conséquences climatiques sont mondiales. Par exemple, la zone de convergence intertropicale, cette bande de tempêtes et de pluie entourant l'équateur, se déplacera vers le sud. Cela affaiblira les monzons qui alimentent l'eau dans les régions clés de la planète. En Inde, les pluies de mousson pourraient être réduites jusqu'à 30%, laissant plus d'1 milliard de personnes à risque de pénurie d'eau et d'effondrement agricole. L'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sahel, une région déjà fragile et sujette à la sécheresse, pourrait perdre jusqu'à 40% de ses précipitations, mettant en danger la survie de plus de 200 millions de personnes qui dépendent de l'agriculture de subsistance. L'Amérique du Sud subira également des conséquences dramatiques. L'Amazone, qui est déjà sous pression pour la déforestation et le réchauffement climatique, pourrait recevoir moins de pluie. Cela accélérerait la transformation de vastes zones de la jungle tropicale à savanna, un processus connu sous le nom de sabanisation. La perte de l'Amazonie éliminerait non seulement l'un des plus grands puits de carbone de la planète, mais libérerait des milliards de tonnes de CO2 stockées, accélérant davantage le réchauffement climatique. Et si nous regardons à l'ouest de l'Atlantique, l'impact sur la côte et des États-Unis serait également grave. Normalement, la MOC maintient un niveau de mer légèrement inférieur sur la côte américaine qu'au centre de l'océan. Mais si le courant s'arrête, le différentiel disparaît et le niveau de la mer dans des villes comme New York, Boston et Miami pourrait passer à 1 mètre supplémentaire, beaucoup plus rapide que l'augmentation moyenne mondiale du niveau de la mer. En quelques décennies, des quartiers entiers seraient submergés en permanence. Cet effondrement océanique revient à supprimer un élément clé d'un domino climatique mondial. L'ensemble du système terrestre est interconnecté. Une altération de l'Atlantique déclenche les changements dans le Pacifique, l'Indien et l'Arctique. La circulation atmosphérique changerait, modifiant les routes des ouragans, provoquant des sécheresses prolongées dans des endroits extrêmes et des inondations dans d'autres. Mais peut-être le plus inquiétant de ce processus n'est pas sa magnitude, mais son irréversibilité. Une fois que la MOC s'effondre complètement, il ne suffit pas d'arrêter les émissions de CO2 ou d'attendre la baisse de la température mondiale. Le système pourrait rester inactif pendant des siècles ou même des millénaires, comme cela s'est produit pendant les jeûnes de sèche, il y a environ 12,000 ans, lorsque le climat de l'hémisphère nord s'est soudainement effondré après un événement similaire. Des études paléoclimatiques montrent donc qu'après l'arrêt, la MOC est restée effondrée pendant plus de 1300 ans, malgré le fait que les conditions originales qui ont provoqué leur détention ont disparu beaucoup plus tôt. Cela suggère que l'océan a une mémoire climatique. Une fois que le système change l'état, il ne revient pas facilement à la précédente. Par conséquent, le risque est double. Non seulement nous pourrions faire face à un changement climatique brutal en une seule génération, mais ce changement pourrait durer de nombreuses générations. Un scénario dans lequel la civilisation humaine devrait s'adapter à un monde radicalement différent pendant des siècles, pas des décennies. Aujourd'hui, la science observe avec préoccupation comment tous les indicateurs pointent dans la même direction. Le dégel du Groenland est accéléré, la salinité de l'Atlantique descend, la MOC perd de la force et, quant à lui, le monde continue de se réchauffer, alimentant un cycle qui pourrait être impossible à arrêter. Dernière chance, la carrière contre le climat s'effondrait. Avant une menace mondiale comme effondrement de la MOC, la question inévitable est: pouvons-nous faire quelque chose pour l'éviter? La science, la technologie et la coopération internationale se battent contre litre pour trouver des réponses. Mais le temps s'épuise et l'ampleur du défi semble surmonter nos capacités actuelles. Aujourd'hui, AMOC est surveillé par un réseau de technologies avancées que nous n'avions jamais eu auparavant. Des satellites comme Sentinel-6, flottant des centaines de kilomètres sur l'océan, mesurent la température de surface et le niveau de la mer avec une précision millimètre. Les bouées océaniques, telles que celles du programme Argo, plongent jusqu'à 2000 mètres de profondeur, collectant des données sur la salinité et les courants maritimes. Ces bouées fonctionnent comme des milliers de thermomètres et de salinomètres autonomes, envoyant des informations tous les quelques jours dans les centres de données dans le monde. De plus, les câbles sous-marins mesurent les changements dans le champ magnétique généré par le mouvement de l'eau salée, permettant de calculer la vitesse et le volume des courants en temps réel. Et les superordinateurs, comme Lumi en Finlande, traitent chaque jour des millions de données climatiques, simulant un avenir possible et permettant aux scientifiques d'anticiper comment le système évoluera. Grâce à ces outils, nous en savons plus que jamais sur le comportement de la MOC. Nous savons que cela affaiblit, que la salinité baisse, que le dégel est accéléré. Mais toutes ces informations ne garantissent pas que nous pouvons éviter l'effondrement. L'histoire du climat nous offre un avertissement inquiétant. Il y a plus de 12 000 ans, lors de l'événement connu sous le nom de Dryas plus jeune, la MOC s'est soudainement effondrée. En seulement 50 ans,
l'Europe est passée d'un climat trempé à un hiver perpétuel qui a duré plus d'un millénaire. Les causes étaient naturelles, un dégel de masse à la fin de la dernière glaciation. Mais le résultat était le même que nous le craignons aujourd'hui. Un effondrement rapide, dévastateur et durable. La grande différence est que c'est que maintenant, le défunt n'est pas la nature, mais l'être humain. L'activité industrielle a augmenté les émissions de gaz à effet de serre et accéléré le dégel du Groenland, modifiant l'équilibre que la planète avait maintenu depuis des millénaires. Le problème est que malgré les connaissances et la technologie, la réponse globale est insuffisante. Les programmes de surveillance tels que les satellites rapides, Argo et d'observation souffrent d'un financement irrégulier. La coopération internationale nécessaire pour coordonner les réponses à une menace mondiale est fragmentée par les intérêts économiques et politiques. Et le plus inquiétant, les mesures de prévention actuelles ne sont pas en mesure d'inverser le processus, juste pour le retarder. Que pourrait-on faire pour essayer de stabiliser l'AMOC? Certaines propositions comprennent la réduction drastique et urgente des émissions de CO2, la protection accélérée des glaciers du Groenland et le développement de technologies géorisquées pour équilibrer le système climatique. Cependant, aucune de ces solutions n'apporte des garanties et beaucoup d'entre eux sont toujours théoriques, non mis en œuvre à grande échelle. Ainsi, le monde fait face à une course contre le temps. Est-il suffisant pour réduire les émissions au cours des prochaines décennies? Pouvons-nous inverser le dégel avant d'atteindre le point de non-retour ou franchons-nous déjà le seuil sans s'en rendre compte? La nature, encore une fois, nous rappelle que nous ne contrôlons pas complètement les mécanismes qui régissent la planète. Notre civilisation a prospéré pendant une brève période de stabilité climatique, mais l'équilibre qui a permis à notre développement reste fragile. L'Europe, qui depuis des siècles a apprécié les climats tempérés, pourrait être le premier grand témoin de ce qui se passe lorsque nous avons dérangé les systèmes que nous ne comprenons pas pleinement. La question n'est pas seulement si nous pouvons arrêter l'effondrement de l'AMOC, mais si nous pouvons nous adapter à un monde où la météo change plus rapidement que notre capacité de réponse. Si vous souhaitez continuer à explorer les grandes questions qui définissent le sort de notre civilisation, abonnez-vous dès maintenant, partagez cette vidéo et activez la cloche. Vous ne manquerez donc pas les prochaines histoires sur les secrets et les dangers cachés de notre planète. Qu'en penses-tu? Pouvons-nous éviter une nouvelle ère glaciaire? Ou devons-nous seulement nous préparer? Laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Rendez-vous dans la vidéo suivante. Et jusque-là, restez vigilants, restez conscients.